Dans les appartements glacés du palais de Constantinople, une femme désespérée scelle une lettre qui va déclencher l'une des plus grandes invasions que l'Europe ait jamais connue. Honoria, sœur de l'empereur Valentinien III, vient de commettre un acte de rébellion suprême. Enfermée depuis des mois après avoir pris un amant, elle vient d'envoyer sa bague impériale au roi des Huns. Son crime. Avoir osé vivre. Son frère, l'empereur, lui interdisait le mariage pour préserver l'unité du pouvoir. Alors quand elle a trouvé l'amour avec Eugène, son chambellan, le scandale a éclaté. Eugène a été exécuté. Honoria, exilée. Et maintenant, on veut la marier de force à un obscur sénateur nommé Bassus Herculanus, un homme sans ambition ni pouvoir. Dans sa rage et son désespoir, Honoria a eu une idée folle. Elle connaît la réputation d'Attila, ce roi barbare qui fait trembler Constantinople depuis des années. Elle lui écrit, lui demande son aide, lui offre sa bague comme preuve de sa bonne foi. Attila reçoit le message au cœur de l'hiver, dans ses quartiers de Pannonie, ces plaines hongroises où il a établi sa cour. Le roi des Huns tient la bague entre ses doigts calleux. Ses conseillers l'entourent, tendus. Que va-t-il faire? Le Hun sourit. Une proposition de mariage, voilà comment il choisit d'interpréter ce geste. Et si Honoria devient son épouse, alors elle apporte une dot. Quelle dot pour une princesse impériale? La moitié de l'Empire romain d'Occident, ou au minimum, toute la Gaule. Quand l'ambassadeur d'Attila se présente devant Valentinien III au printemps 451, l'empereur croit d'abord à une plaisanterie. Puis la fureur le submerge. Donner la Gaule à Attila? Jamais. Il renvoie l'ambassadeur avec un refus catégorique. Honoria est déjà mariée, prétend-il. Le mariage est impossible. Attila attendait cette réponse. Elle lui donne exactement ce qu'il cherchait. Un prétexte pour envahir l'Occident. Les premiers à savoir qu'Attila franchit le Rhin sont les habitants de Mayence. Ils voient l'horizon s'obscurcir sous une nuée de poussière. Des milliers de cavaliers déferlent sur les plaines germaniques, accompagnés de chariots chargés de butin et de provisions. L'armée d'Attila n'est pas seulement unique. C'est une coalition terrifiante qui rassemble des dizaines de peuples. Les Ostrogoths forment le gros de l'infanterie, commandée par 3 frères de la dynastie des Amal, Théodomir, Walamir et Widémir. Les Gépides du roi Ardaric, ces guerriers germaniques qui ont chassé les Vandales de leurs terres, chevauchent à l'avant-garde. Les Skyres, les Suèves, les Alamans, les Hérules, les Ruges, les Thuringiens, même des Francs ripuaires, tous ont répondu à l'appel du roi des Huns, ou ont été contraints de le suivre. Attila a réuni entre 100 000 et 200 000 hommes, selon les estimations. Les chroniqueurs évoquent 500 000 guerriers, mais ce chiffre relève du fantasme. Même 100 000 représente une force colossale pour l'époque, une armée qui dévore tout sur son passage. Le 7 avril 451, Metz tombe. La ville refuse d'ouvrir ses portes, espérant qu'Attila passera son chemin. C'est une erreur fatale. Les Huns enfoncent les murailles après plusieurs jours de siège. Ce qui suit relève du cauchemar. Les habitants sont massacrés par milliers. Les rues ruissellent de sang. Les maisons brûlent. Seul l'oratoire de Saint-Étienne échappe miraculeusement aux flammes, un détail que les chroniqueurs chrétiens ne manqueront pas de relever comme un signe divin. L'armée d'Attila avance ensuite vers l'ouest, pillant systématiquement tout sur son passage. Strasbourg, Trèves, Cologne, Reims, Tournai, Cambrai, Amiens, Beauvais. Les villes tombent les unes après les autres. Certaines sont prises d'assaut, d'autres négocient leur reddition et paient un tribut colossal. Paris se prépare au pire. Les habitants veulent fuir, abandonner la ville et se disperser dans la campagne. C'est alors qu'une jeune femme nommée Geneviève prend la parole. Cette chrétienne fervente galvanise la population. Elle les convainc de rester, de fortifier l'île de la Cité, de faire confiance à Dieu. Les Parisiens l'écoutent. Ils transforment leur ville en camp retranché. Quand Attila arrive aux abords de Paris, il hésite. La ville est petite, mais bien défendue. Elle nécessiterait un siège de plusieurs semaines. Le roi des Huns calcule rapidement. Il a un objectif plus important, Orléans. Cette cité contrôle la Loire et constitue la clé de la Gaule centrale.
S'il prend Orléans, toute la vallée de la Loire s'ouvre devant lui. Attila contourne Paris et file vers le sud. Geneviève est acclamée comme une héroïne. Des siècles plus tard, elle deviendra la sainte patronne de Paris. Fin mai 451, l'armée unique apparaît devant les murailles d'Orléans. La ville est sous le contrôle des Alains, un peuple cavalier originaire des steppes, installé en Gaule depuis quelques décennies. Leur roi Sangiban commande la garnison. Attila a un atout dans sa manche. Avant même d'arriver, il a négocié en secret avec Sangiban. Le roi Alain a promis de livrer la ville. En échange de quoi? De sa survie, et peut-être de nouvelles terres. Sangiban déteste Rome autant qu'il craint Attila. Pour lui, le choix est simple. Mais le complot est découvert. Des espions romains interceptent un message. L'information remonte jusqu'à Aetius, le généralissime romain qui commande les troupes en Gaule. Aetius réagit avec la vitesse qui fait sa réputation. Il rassemble toutes les forces disponibles et fonce vers Orléans. En même temps, il envoie des messagers dans toutes les directions. Il a besoin d'alliés. Vite! Quand les troupes romaines arrivent devant Orléans le 14 juin, la situation est critique. Attila a lancé l'assaut final. Ses guerriers ont enfoncé une partie des murailles. Des combats de rue font rage dans les quartiers nord de la ville. Sangiban, surveillé de près par ses propres hommes qui ont flairé la trahison, n'a pas pu livrer la cité comme prévu. L'arrivée d'Aetius change tout. Les uns, surpris par cette intervention, se retrouvent pris entre les défenseurs d'Orléans et l'armée de secours. Attila comprend qu'il risque l'encerclement. Il ordonne le repli. Ses troupes se retirent en bon ordre, mais elles doivent abandonner du butin et subissent de lourdes pertes dans les combats d'arrière-garde. Pour Attila, c'est un premier échec. Mais ce n'est qu'un revers tactique. Son armée reste intacte, puissante, dangereuse. Il décide de se replier vers l'est, vers la Champagne, terrain plus favorable à sa cavalerie. S'il doit affronter les Romains, autant le faire sur un champ de bataille de son choix. Flavius Aetius n'est pas un Romain ordinaire. Né vers 390 en Pannonie, il est le fils d'un officier scythe au service de Rome et d'une mère italienne. Son parcours est extraordinaire. Jeune homme, Aetius a été envoyé comme otage à la cour d'Alaric, roi des Wisigoths. Il y a appris l'art de la guerre germanique. Puis il a séjourné chez les Huns, à la cour du roi Ruga. C'est là qu'il a rencontré Attila, alors adolescent comme lui. Les deux garçons se sont liés d'amitié. Ils ont chassé ensemble dans les plaines pannoniennes, se sont affrontés dans des joutes équestres, ont partagé les banquets de la cour unique. Cette amitié ne les empêchera pas de devenir ennemis, mais elle donne à Aetius un avantage considérable. Il connaît les Huns de l'intérieur. Il sait comment ils combattent, comment ils pensent, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Au fil des années, Aetius est devenu le militaire le plus puissant de l'Empire d'Occident. Il a battu les Burgondes en 437, massacrant plus de 20 000 guerriers avec l'aide des Huns. Il a négocié avec les Wisigoths, les Francs, les Alains. Il a combattu les Bagaudes, ces bandes de brigands qui terrorisent les campagnes. Il a même fait installer différents peuples barbares sur le territoire impérial, créant un réseau complexe d'alliances. Maintenant, face à Attila, Aetius doit accomplir l'impossible. Son armée romaine ne compte que quelques milliers de légionnaires. C'est largement insuffisant. Il lui faut convaincre tous les peuples de Gaule de s'unir contre la menace unique. Le premier qu'il contacte est Théodoric Ier, roi des Wisigoths. Ce n'est pas évident. Théodoric et Aetius se sont déjà affrontés par le passé. En 438, Aetius a battu les Wisigoths au Mont des Couleuvres. En 439, il a assiégé Toulouse. Entre Wisigoths et Romains, le contentieux est lourd. Mais Aetius envoie un ambassadeur habile, Avitus, préfet du prétoire des Gaules. Avitus connaît bien Théodoric. Il lui expose la situation avec franchise. Si Attila triomphe en Gaule, les Wisigoths seront les suivants sur sa liste. Les Huns ne font pas de prisonniers, ne négocient pas de traités durables. Ils ne connaissent que la domination totale. Théodoric accepte. Il rassemble ses guerriers et se met en marche vers le nord à la tête de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Ses deux fils aînés, Thorismond et Théodoric le Jeune, commandent les ailes de l'armée wisigothique. Pendant ce temps, d'autres renforts arrivent. Mérové, chef des Francs saliens, amène ses guerriers.
les Francs ont un compte à régler avec les Huns qui ont ravagé leurs terres. Sigebert, roi des Francs Ripuaire, rejoint également la coalition malgré le fait que d'autres Francs combattent dans l'armée d'Attila. Les Burgondes de Gondioque se joignent à l'alliance. Ils n'ont pas oublié qu'Attila a détruit leur premier royaume 20 ans auparavant. Les Saxons, les Sarmates, même quelques Bretons insulaires venus de l'autre côté de la Manche, tous répondent à l'appel. Et puis il y a Sangiban et ses Alains. Aetius les intègre à son armée, mais il ne leur fait pas confiance. Il les place au centre de son dispositif, là où ils seront encadrés par les Romains d'un côté et les Wisigoths de l'autre. Impossible pour eux de déserter ou de changer de camp en pleine bataille. L'armée coalisée qui se forme compte peut-être 50 000 hommes, peut-être davantage. C'est la plus grande force militaire rassemblée en Gaule depuis des générations, mais elle reste hétéroclite, composée de peuples qui se détestent habituellement. Aetius doit maintenir cette alliance fragile jusqu'à la bataille décisive. Mi-juin 451, les deux armées se suivent à quelques kilomètres de distance. Attila remonte vers le nord-est, ralenti par ses chariots chargés du butin pillé à Orléans et dans toutes les villes traversées. Aetius le poursuit, refusant de laisser les Huns s'échapper. Quelque part en Champagne, probablement près de Troyes plutôt que près de Châlons, comme on l'a longtemps cru, les deux armées se font face. Le terrain choisi par Attila est une vaste plaine traversée par des collines douces, idéale pour la cavalerie. Au centre, une crête légèrement surélevée qui offre un avantage tactique considérable à qui la contrôle. Dans la nuit du 19 au 20 juin, un affrontement préliminaire éclate. Les Francs d'Aetius, avançant en reconnaissance, tombent sur un détachement gépide fidèle à Attila dans un lieu appelé Campus Moriacus. Le combat qui s'ensuit est d'une violence inouïe. 15 000 hommes de chaque camp s'affrontent dans l'obscurité. Les Francs se battent avec leurs longues haches de jet, les francisques et leurs épées. Les gépides répondent avec leurs lances et leurs boucliers ronds. Le bruit des armes résonne dans la nuit. Les blessés hurlent. Les mourants appellent leur Dieu. Au lever du soleil, le champ de bataille est jonché de cadavres. Les Francs ont repoussé les gépides, mais au prix de pertes terribles. Ce massacre nocturne n'est qu'un avant-goût de ce qui va suivre. Le 20 juin au matin, les deux armées se déploient. Attila observe la crête centrale et comprend son importance. Il ordonne à ses cavaliers de s'en emparer. Mais Torismond, le fils aîné de Théodoric, a eu la même idée. Les Wisigoths chargent au galop et arrivent les premiers au sommet. Un combat acharné s'engage. Les Huns doivent reculer. Cette crête reste aux mains de la coalition pendant toute la journée. C'est un avantage stratégique majeur pour Aetius. En début d'après-midi, les deux armées sont en position. La chaleur est écrasante. Des dizaines de milliers d'hommes se font face, séparés par quelques centaines de mètres de plaine champenoise. Côté romain, Aetius commande l'aile droite avec ses légionnaires, ses auxiliaires et les Francs. Au centre, les Alains de Sangiban, surveillés de près. Sur l'aile gauche, la puissante armée wisigothique de Théodoric Ier et de ses fils. En face, Attila a organisé son armée en 3 corps. À gauche, les Ostrogoths commandés par les 3 frères Théodomir, Walamir et Widémir. Au centre, les Huns eux-mêmes, la cavalerie légère qui fait la terreur de l'Europe. À droite, les Gépides survivants du combat nocturne, les Skyres, les Ruges et d'autres peuples vassaux. Avant la charge, Attila harangue ses troupes. Les chroniqueurs rapporteront ces paroles. « Je vais lancer la première lance. Quiconque reste les bras croisés quand Attila engage le combat est un homme mort. Le roi des Huns brandit l'épée qu'il prétend être l'épée de Mars, le dieu de la guerre. Selon la légende, cette arme sacrée lui a été remise par un berger qu'il avait découverte dans un champ. Attila affirme qu'elle lui donne l'invincibilité. Puis, c'est la charge. Des milliers de cavaliers huns déferlent sur la plaine. Leurs arcs composites, ces armes redoutables qui peuvent tuer à 200 mètres, crachent des volées de flèches. Le ciel s'obscurcit. Les projectiles s'abattent sur les lignes de la coalition. Les Alains de Sangiban, au centre, subissent le choc de plein fouet. Ils n'ont ni l'équipement, ni l'entraînement des légionnaires romains. Les flèches uniques font des ravages dans leurs rangs. Les cavaliers d'Attila enfoncent leurs lignes, semant la panique. Mais c'était prévu. Aetius savait que les Alains ne tiendraient eux pas. Il les a placés là pour absorber l'attaque principale, pour épuiser la charge unique. De chaque côté, les Romains et les Wisigoths tiennent bon.
Sur l'aile gauche, Théodoric Ier mène personnellement la contre-attaque wisigothique. Les Wisigoths chargent les Ostrogoths, leurs cousins germaniques. C'est un combat fratricide d'une violence inouïe. Les deux peuples partagent la même origine, les mêmes dieux, souvent la même langue. Mais aujourd'hui, ils s'entretuent pour leurs maîtres respectifs. Théodoric combat au premier rang, comme le veut la tradition des rois wisigoths. Soudain, un javelot vole dans sa direction. Selon certains récits, c'est le roi ostrogoth Valamir lui-même qui l'a lancé. La lance frappe Théodoric en pleine poitrine. Le roi wisigoth tombe de cheval. Dans la mêlée qui suit, personne ne peut le secourir. Théodoric, grièvement blessé, est piétiné par sa propre cavalerie. Quand ses hommes retrouvent enfin son corps, il est mort. La nouvelle de la mort du roi se répand comme une traînée de poudre dans les rangs wisigoths. Certains guerriers pleurent, d'autres hurlent de rage. Mais contrairement à ce qu'espérait Attila, cette mort ne démoralise pas les Wisigoths. Au contraire, elle les galvanise. Thorismond, le fils aîné, prend immédiatement le commandement. Il crie à ses hommes de venger le roi. Les Wisigoths redoublent de férocité. Ils enfoncent les lignes ostrogothiques, repoussent les Huns, avancent inexorablement. Sur l'aile droite, Aetius mène la bataille avec son habituel sang-froid. Ses légionnaires, lourdement équipés, forment une muraille de boucliers et de lances. La cavalerie unique se brise sur cette défense. Les Francs, avec leurs haches redoutables, massacrent les cavaliers qui s'approchent trop près. La bataille fait rage pendant des heures. Le sol devient boueux de sang. Les blessés rampent entre les combattants. Les chevaux éventrés hennissent d'agonie. Un petit ruisseau qui traverse le champ de bataille charrie des flots rouges. À la tombée de la nuit, Attila comprend que la bataille est perdue. Ses Ostrogoths reculent sous la pression wisigothique. Son centre est disloqué. Seule son aile droite tient encore. Le roi des Huns ordonne le repli général. Ses guerriers se retirent vers le camp unique, là où les chariots ont été disposés en cercle selon la tradition des steppes. Cette enceinte de chariots forme une fortification de fortune. Les Huns s'y retranchent, prêtes à vendre chèrement leur peau. Attila fait préparer un bûcher avec les selles de ses cavaliers. Il est prêt à s'y jeter et à périr dans les flammes plutôt que de se rendre. Autour de lui, ses guerriers les plus fidèles jurent de mourir avec lui. Le 21 juin au matin, Aetius et Thorismond observent le camp unique. Les chariots forment un rempart impressionnant. Derrière, les Huns sont prêts à se battre jusqu'à la mort. Thorismond veut attaquer immédiatement. Il veut venger son père, anéantir Attila, détruire les Huns une fois pour toutes. Mais Aetius hésite. Le général romain fait ses calculs. Si les Wisigoths anéantissent les Huns, ils deviendront la puissance dominante en Gaule. Plus rien ne les retiendra d'attaquer l'Empire romain. Thorismond, nouveau roi, devra prouver sa valeur. Quoi de mieux qu'une conquête pour asseoir sa légitimité? De plus, une attaque frontale contre le camp retranché coûterait des milliers de vies. Les Huns acculés se battront avec l'énergie du désespoir. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Aetius prend Thorismond à part. Il lui parle en privé, avec toute l'habileté diplomatique dont il est capable. Il lui rappelle que son père vient de mourir. Ses frères, Théodoric le Jeune, Frédéric et les autres, sont à Toulouse. Sans la présence de Thorismond, il pourrait contester sa succession. Une guerre civile pourrait éclater chez les Wisigoths. Ne serait-il pas plus sage de rentrer immédiatement à Toulouse pour s'assurer du trône? Thorismond écoute. Il regarde ses guerriers, épuisés par la bataille. Il pense à ses frères. Aetius a raison. Il ne peut pas risquer de perdre son royaume pour achever Attila. Le nouveau roi wisigoth ordonne le départ. Avec ses troupes, il quitte le champ de bataille et prend la route du sud. Pour Attila, c'est un soulagement inespéré. Les autres peuples de la coalition se dispersent également. Les Francs rentrent chez eux avec leur butin. Les Burgondes repartent vers leurs terres. Les Alains, qui ont subi les plus lourdes pertes, évacuent leurs blessés. Seuls les Romains d'Aetius restent pour surveiller le camp unique. Mais ils ne sont pas assez nombreux pour attaquer seuls. Pendant plusieurs jours, les deux camps s'observent. Puis, constatant qu'Aetius ne va pas l'attaquer, Attila organise sa retraite. Lentement, méthodiquement, l'armée unique se retire vers l'est. Elle franchit la Marne, puis la Meuse,
puis le Rhin. Aetius la suit à distance, se contentant de harceler l'arrière-garde. Il ne veut pas risquer une bataille rangée. Son objectif est atteint. Attila quitte la Gaule. Début juillet 451, les derniers Huns franchissent le Rhin. La Gaule est libérée de la menace unique. Elle ne sera plus jamais envahie par les cavaliers des steppes. Le champ de bataille des champs cataloniques offre un spectacle d'horreur. Des dizaines de milliers de cadavres jonchent la plaine champenoise. Certains chroniqueurs évoquent 300 000 morts, d'autres 162 000. Ces chiffres sont probablement exagérés, mais même s'il n'y a eu que 15 à 30 000 tués, c'est un massacre sans précédent. Les paysans locaux mettent des semaines à enterrer les morts. Des fosses communes sont creusées. Les corps sont jetés pêle-mêle. Huns, Romains, Wisigoths, Ostrogoths, Gépides confondus. La terre de Champagne boit le sang de toute l'Europe. Pour Théodoric Ier, on cherche un tombeau digne d'un roi. Selon la tradition wisigothique, il devrait être enterré sur le lieu même de sa mort. Mais son corps, piétiné pendant la bataille, est difficile à identifier avec certitude. Certains historiens pensent qu'il a été enterré à Troyes. D'autres évoquent un tumulus à Pouan, où l'on a découvert en 1842 un riche trésor funéraire du 5e siècle. Peut-être que les serviteurs du roi, pressés par les combats, l'ont enterré rapidement dans une fosse peu profonde pour protéger sa dépouille de la profanation. Peut-être qu'ils ont été tués à leur tour avant de pouvoir révéler l'emplacement exact de la tombe. Le mystère demeure. Torismond rentre à Toulouse où il est proclamé roi. Mais Aetius avait raison de s'inquiéter pour lui. 2 ans plus tard, ses propres frères l'assassinent. Théodoric II, le deuxième fils du roi défunt, monte sur le trône. La défaite des champs cataloniques n'a pas brisé Attila. Son armée a subi de lourdes pertes, certes, mais le cœur de sa puissance reste intact. Les Huns sont toujours là, les Ostrogoths toujours soumis, les autres peuples vassaux toujours contraints d'obéir. Au printemps 452, Attila repart en campagne. Cette fois, il attaque l'Italie. Il ne cherche plus de prétexte diplomatique. Il veut tout simplement piller les riches cités italiennes. Son armée traverse les Alpes et déferle sur la plaine du Pô. Aquilée, grande cité portuaire, est prise et mise à sac. Les habitants fuient vers les îles de la lagune vénitienne. Ces réfugiés fonderont plus tard la ville de Venise. Padoue tombe, Vérone tombe, Milan, Bergame, Brescia, Pavie. Les villes lombardes sont ravagées les unes après les autres. Attila avance vers Rome. Aetius ne peut rien faire. Ses forces sont dispersées. Les Wisigoths ne viendront pas l'aider en Italie. Les autres peuples de la coalition de l'année précédente sont retournés à leurs affaires. Le général romain ne peut que harceler l'arrière-garde unique sans jamais oser livrer bataille. En juillet 452, Attila est aux portes de Rome. La ville éternelle semble condamnée. C'est alors que l'empereur Valentinien III décide de négocier. Il envoie une ambassade menée par le pape Léon Ier en personne. Le 8 juillet, le pontife rencontre Attila près de Mantoue. Personne ne sait exactement ce qui s'est dit lors de cette rencontre. Les chroniqueurs chrétiens en font un récit miraculeux. Le pape aurait convaincu Attila d'épargner Rome par la seule force de sa sainteté. La réalité est probablement plus prosaïque. Une épidémie ravage l'armée unique. Les approvisionnements manquent. L'empereur d'Orient fait savoir qu'il pourrait attaquer l'arrière si Attila s'attarde trop en Italie. Et surtout, Rome accepte de payer un tribut colossal. Attila accepte de se retirer. Il réclame une dernière fois la main d'Honoria, mais Valentinien refuse encore. Le roi des Huns rentre en Pannonie avec un immense butin, mais sans avoir détruit Rome. Le 20 mars 453, Attila célèbre son mariage avec une jeune femme nommée Ildico. C'est sa énième épouse. Le roi des Huns a des dizaines de femmes et de concubines, mais il semble avoir un faible particulier pour cette nouvelle mariée. Le banquet de noces est grandiose. On mange, on boit, on festoie jusqu'à l'aube. Attila se retire enfin dans sa chambre avec Ildico, ivre mais heureux. Le lendemain, ses serviteurs s'inquiètent. Le roi ne sort pas. La journée passe. Finalement, vers le soir, il force la porte. Attila gîte mort sur son lit, baignant dans son sang. Ildico, terrifié, est recroquevillé dans un coin de la pièce. Que s'est-il passé? Certaines sources parlent d'une hémorragie interne.
Attila, affaibli par l'alcool, aurait succombé à une crise d'apoplexie. D'autres murmurent un assassinat. Ildiko aurait-elle été une meurtrière déguisée en mariée? Un agent de Constantinople ou de Ravenne? Le mystère ne sera jamais résolu. Attila est mort. Son empire meurt avec lui. Le roi des Huns a laissé une cinquantaine de fils de mères différentes. Tous réclament le pouvoir. Une guerre civile éclate immédiatement. L'empire unique se déchire. En 454, une coalition de peuples germaniques, menée par les Gépides, qui veulent se venger de leurs anciennes humiliations, attaque les Huns. La bataille de Nedao, quelque part en Pannonie, voit la défaite complète des fils d'Attila. L'empire s'effondre en quelques mois. Les Ostrogoths retrouvent leur indépendance. Les Gépides fondent leur propre royaume. Les Huns survivants se dispersent dans les steppes. 16 ans après la mort d'Attila, il ne reste aucune trace de son empire. Les Huns disparaissent de l'histoire aussi soudainement qu'ils y étaient entrés. Ce peuple qui a terrorisé l'Europe pendant un siècle s'évanouit sans laisser de monuments, sans écriture, presque sans traces archéologiques. Seul leur nom subsiste, synonyme de terreur et de destruction. Aetius ne profite pas longtemps de sa victoire. Sa popularité inquiète l'empereur Valentinien III. Ce dernier craint qu'Aetius ne tente un coup d'État pour s'emparer du trône, ou pire, que ses fils ne réclament la succession impériale. Le 21 septembre 454, Valentinien convoque Aetius dans son palais de Ravenne. Le général se présente sans méfiance. Il a servi l'Empire pendant 30 ans. Il a sauvé la Gaule. Il a battu Attila. Que pourrait-il craindre? Au milieu de l'audience, Valentinien se lève brusquement. Il tire une épée et se précipite sur Aetius. L'empereur frappe le général à plusieurs reprises. Ses gardes se joignent à lui. Aetius, surpris, ne peut même pas se défendre. Il s'effondre, poignardé par l'homme qu'il a servi toute sa vie. Un conseiller aurait dit à Valentinien « Vous venez de couper votre main droite avec votre main gauche ». L'empereur réalise trop tard son erreur. Sans Aetius, Rome n'a plus de défenseur. Les peuples barbares installés en Gaule n'ont plus de maître à respecter. Les Wisigoths étendent leur royaume vers l'Espagne. Les Burgondes consolident leurs terres en Sapodie. Les Francs, sous Mérové, et bientôt son fils Childéric, commencent leur expansion qui culminera avec Clovis. 6 mois après avoir tué Aetius, le 16 mars 455, Valentinien III est à son tour assassiné. 2 anciens officiers d'Aetius, cherchant à venger leur général, le poignardent en pleine rue à Rome. L'Empire romain d'Occident entre dans sa phase terminale. Des empereurs fantoches se succèdent, manipulés par des généraux germaniques. En 476, Odoacre, un chef skyre dont le père Édécon avait servi sous Attila, dépose le dernier empereur Romulus Augustule. L'Empire romain d'Occident cesse d'exister. Sur ces ruines naissent les royaumes barbares qui formeront l'Europe médiévale. La bataille des champs cataloniques n'a pas sauvé l'Empire romain. Rome tombera 25 ans plus tard. Mais elle a changé le cours de l'histoire européenne de manière fondamentale. Si Attila avait vaincu en 451, les Huns se seraient installés durablement en Gaule. Ils auraient dominé l'Europe occidentale. L'histoire aurait pris un tour complètement différent. Au lieu de cela, la défaite d'Attila a préservé le tissu des peuples germaniques en Gaule. Les Francs ont pu poursuivre leur expansion. Un siècle plus tard, sous Clovis, ils domineront toute la Gaule et fonderont le royaume franc, ancêtre de la France. Les Wisigoths, renforcés par leur rôle dans la bataille, ont établi un royaume puissant qui s'étendait de Toulouse à Tolède. Les Burgondes ont donné leur nom à la Bourgogne. La bataille a également démontré une chose essentielle. Rome et les barbares pouvaient s'unir face à une menace commune. Cette coalition improbable de Romains, Wisigoths, Francs, Burgondes, Alains et Saxons a prouvé que l'Europe était capable de se défendre collectivement. C'était une préfiguration de l'Europe médiévale, où la notion d'empire romain laisserait place à un système d'alliance entre royaumes. La chrétienté deviendrait le nouveau lien unificateur, remplaçant la citoyenneté romaine. Pour Aetius, la postérité a retenu le surnom de « dernier des Romains ». Après lui, il n'y aura plus de général romain capable de mobiliser une armée pour défendre l'Empire. Les maîtres de la milice seront tous d'origine barbare. Ricimer le Suève, Gondebaud le Burgonde,
Odoacre le skier. Attila, lui, est devenu une figure légendaire. Pour les Européens occidentaux, il reste le fléau de Dieu, le barbare destructeur. Pour les Hongrois, c'est un héros national. Son nom est toujours porté en Hongrie, car les Hongrois se réclament des Magyars, un peuple finno-ougrien apparenté aux Huns. Au XIXe siècle, les artistes romantiques ont transformé la bataille en mythe national. Le peintre allemand Wilhelm von Kaulbach a créé une fresque gigantesque représentant la bataille comme un affrontement entre la chrétienté et le paganisme, avec Théodoric planant au-dessus du champ de bataille, tenant une croix rayonnante. Franz Liszt, le pianiste virtuose d'origine hongroise, a composé en 1857 un poème symphonique intitulé « La bataille des Huns ». Cette œuvre mêle des thèmes tziganes pour représenter les Huns, un style wagnérien pour les combats, et des évocations grégoriennes pour symboliser la victoire chrétienne. Napoléon III, fasciné par l'histoire, a fait lancer des fouilles entre 1861 et 1865 pour retrouver le lieu exact de la bataille. Elles n'ont rien donné. Aujourd'hui encore, les historiens débattent de la localisation précise. Près de Troyes? Près de Châlons? Quelque part entre les deux? Le mystère ajoute à la légende. Quelque part dans les champs de Champagne, sous les vignes et les cultures de blé, reposent les ossements de dizaines de milliers de guerriers. Huns, Romains, Wisigoths, Ostrogoths, Francs, Gépides, tous mêlés dans la terre, égaux dans la mort. Le 20 juin 451 n'était qu'une journée parmi d'autres. Le soleil s'est levé sur la Champagne, a brillé sur le carnage, et s'est couché sur un champ de bataille jonché de morts. Pourtant, cette journée a marqué la fin d'une époque et le début d'une autre. C'était la dernière fois qu'une armée impériale romaine sauvait la Gaule. C'était la dernière fois que les peuples d'Europe s'unissaient sous la bannière de Rome. Aetius a accompli l'impossible en forgeant une coalition de peuples qui se détestaient. Il a prouvé que le génie militaire et la diplomatie comptent autant que la force brute. Il a montré qu'un Romain pouvait encore comprendre et manœuvrer les barbares. Mais son succès même a signé sa perte. En devenant indispensable, il est devenu dangereux pour l'empereur qu'il servait. En sauvant l'Empire, il a paradoxalement hâté sa chute en éliminant la menace unique qui forçait les peuples à rester unis. Attila, de son côté, a échoué à conquérir la Gaule. Mais il a changé l'Europe par sa simple présence. Les migrations qu'il a provoquées, les peuples qu'il a déplacés, les équilibres qu'il a bouleversés, tout cela a redessiné la carte de l'Europe. Sans Attila, les Francs ne se seraient peut-être jamais unis. Sans la menace unique, les Wisigoths n'auraient peut-être pas établi leur royaume. Sans la nécessité de combattre les Huns, Rome n'aurait jamais accepté de faire des barbares ses alliés égaux. La bataille des champs cataloniques n'a pas été décisive au sens militaire. Attila est reparti avec la majeure partie de son armée. Il a pu attaquer l'Italie l'année suivante. Mais psychologiquement, spirituellement même, cette bataille a tout changé. Pour la première fois, les Huns avaient été battus en Occident. Leur aura d'invincibilité était brisée. Les peuples européens avaient prouvé qu'ils pouvaient résister, vaincre même, s'ils s'unissaient. Cette leçon ne sera pas oubliée. Quand quelques siècles plus tard, les Arabes menaceront l'Europe, Charles Martel les arrêtera à Poitiers en 732. Quand les Mongols frapperont aux portes de l'Europe, ils seront repoussés. Quand les Ottomans assiégeront Vienne, ils échoueront. Chaque fois, l'Europe se souviendra qu'elle peut se défendre. Chaque fois, elle trouvera ses Aetius, ses coalitions improbables, ses victoires arrachées au dernier moment. La bataille des champs cataloniques n'est pas seulement l'histoire d'une bataille. C'est l'histoire d'une Europe qui apprend à survivre sans Rome, qui découvre qu'elle peut exister par elle-même, qui comprend que son avenir appartient non plus à un empire universel, mais à un concert de nations. Sur les plaines de Champagne, en ce jour de juin 451, l'Antiquité a rendu son dernier soupir. Le Moyen Âge était né.